Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une avancée majeure de Google dans l'informatique quantique qui pourrait avoir un impact sur les crypto-monnaies. On va aussi parler de plein d'autres choses. Je vais vous parler de la chute des crypto-monnaies. On va parler du FMI qui fait pression sur le Salvador, de Floki, d'une nouvelle solution de niveau 2 qui se base sur la technologie de Solana mais sur Ethereum. Bref, plein de choses à vous raconter. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. BTC 97 680 $, moins 1,7%. Ethereum quasiment moins 6%. XRP moins 10%. Bref, on a une correction de 4% aujourd'hui sur tout le marché. Il y a pas mal de cryptos qui sont en forte baisse. Et le BTC est même passé en dessous des 95 000 $ dans la nuit. Il y a eu ce crash là extrêmement rapide, ça a vite repris. Mais on voit quand même qu'il faut faire très attention, il peut se passer plein de choses rapidement dans les crypto-monnaies, donc ceux qui font de l'effet levier et autres, vraiment soyez extrêmement vigilants. On va commencer avec CZ. CZ qui a donné une interview, je trouve très intéressante, sur son avis sur les États qui se mettront à acheter du Bitcoin. Il dit clairement là, avec ce qui va se passer aux États-Unis, ça va être quelque chose de majeur. On va dire quand Donald Trump va se mettre à acheter ou quand ils vont constituer officiellement cette réserve du Bitcoin, il y a plein d'autres États qui vont se lancer sur la même stratégie. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Et lui, en fait, il serait pas choqué. Il dit, je serais pas choqué que la Chine ne dise rien avant qu'ils aient acheté. En gros, il pense que la Chine va accumuler du BTC et d'un coup, ils vont annoncer qu'ils ont acheté. Il me dit, de toute façon, ils auront pas le choix. Au bout d'un moment, ils vont faire ça. Et c'est intéressant. Et moi, je suis persuadé aussi que c'est ça qui va arriver sur plein de pays différents. Et c'est ce qui va entraîner une nouvelle forte hausse des crypto-monnaies et un bull run complètement dingue. Mais j'ai aucune idée. Mais alors là, absolument aucune idée de quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que ça va se faire dans les 6 mois? Est-ce que ça va se faire dans 1 an? Dans 2 ans? Honnêtement, on verra. Et d'ailleurs, il a retweeté quelque chose, un article de presse qui dit qu'il y a aussi des politiques en Russie qui pensent à construire une réserve de Bitcoin stratégique, donc comme est en train de proposer Donald Trump aux États-Unis. Bref, vous voyez que c'est en train de s'accélérer un peu tout ça. Ensuite, je vous ai dit, on va parler d'informatique quantique. Avec Google Quantum AI, ils viennent de faire une annonce là, il y a moins de 24 heures, comme quoi ils avaient fait une découverte assez incroyable. Ils ont construit plutôt une nouvelle puce quantique qui s'appelle Willow. C'est vraiment l'état de l'art de l'informatique quantique actuellement et ça permet, il y a 2 avancées majeures. La première, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose qu'on pensait pas vraiment possible jusqu'à maintenant, c'est-à-dire plus la puce est puissante, plus la puce contient de qubits, c'est les éléments avec lesquels on mesure, on va dire la puissance dans l'informatique quantique. Plus il y a d'éléments de qubits, moins il y a d'erreurs en fait. Et disons que ça c'est extrêmement important parce que dans l'informatique quantique il y a beaucoup d'erreurs, on va dire, et du coup il y a besoin de réduire ces erreurs. Et ça, cette puce permet de faire quelque chose d'assez incroyable qu'on pensait pas faire. Plus il y a d'éléments, plus on corrige, on va dire, les erreurs, et c'est très très bien. Ça permet en fait d'imaginer une puce beaucoup plus importante qui pourrait du coup ensuite faire des calculs et faire des choses qu'on pensait pas possibles jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, le deuxième point qu'il dit, c'est qu'ils ont réussi sur un benchmark, c'est-à-dire sur un type de calcul spécifique, hein, c'est pas un calcul général, on n'est pas encore sur casser les crypto-monnaies, la cryptographie des crypto-monnaies, mais sur un type de calcul spécifique, ils ont réussi à faire en moins de 5 minutes quelque chose qui prend plus de 10 puissance 25, 10 septillions d'années à des ordinateurs normaux actuellement, donc des ordinateurs qui sont pas des ordinateurs quantiques, des ordinateurs normaux. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez fou. C'est qu'ils sont en train de construire vraiment une puce extrêmement puissante. Alors la puce actuelle, c'est pas cette puce qui va casser en tout cas en l'état les crypto-monnaies. Il y a plein de personnes qui sont en train d'analyser les choses en disant non, cette puce ne contient pas encore 1 million de qubits ou ne contient pas encore assez de choses pour réaliser des calculs énormes. Mais voilà, c'est une première étape, c'est une première avancée. Et l'idée, c'est que il reste encore combien d'avancées de ce type pour casser les crypto-monnaies. On n'est plus si loin que ça. Avant, on se disait, c'est bon, on a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans. Là, on se dit, on a encore quelques années. On n'est plus... il faut vraiment penser à modifier les algorithmes crypto pour être protégé des ordinateurs quantiques. Alors, il faut aussi savoir que c'est quelque chose à laquelle on se prépare depuis très longtemps.
Regardez cet exemple, ce message de Satoshi qui date du juin 2010, qui dit oui, si un jour SHA-256, qui est la fonction utilisée, une des fonctions utilisées sur le Bitcoin, devient craquable, et ben il faudra tout simplement mettre à jour la fonction de hachage. C'est pas quelque chose d'insurmontable à faire. Il y a une coordination à faire au niveau du logiciel, que tout le monde mette à jour le logiciel et on va se mettre d'accord. Au bout d'un bloc donné, on va se mettre à basculer sur la nouvelle version. Donc c'est quelque chose qui est complètement réalisable et Satoshi, je vous ai dit, il l'a proposé il y a très longtemps. On a aussi Vitalik qui a depuis très longtemps fait des propositions pour basculer Ethereum dans un mode cryptographique qui ne dépend pas résistant plutôt aux algorithmes quantiques, parce qu'il y a plein d'algorithmes qui sont déjà résistants aux ordinateurs quantiques. Il n'y a pas besoin d'inventer de nouveaux algorithmes, il suffit juste de les inclure dans le Bitcoin, il suffit de les inclure dans l'Ether et dans les divers crypto-monnaies. Donc pas de raison de paniquer, mais il y a une raison de pousser les développeurs crypto à commencer à réfléchir de manière plus poussée, à proposer des premières versions avec des algorithmes résistants aux ordinateurs quantiques et potentiellement commencer à les implémenter, avoir une roadmap pour se dire voilà, d'ici 2025-2026, on va mettre en place ces algorithmes pour ne pas avoir de surprise. Alors ensuite, je voulais vous parler de quoi on va parler. Il y a tellement de choses à dire. On va parler du FMI, tenez. Le FMI, en fait, il est en train de faire pression sur le Salvador et le Salvador serait prêt, en fait, à accepter d'enlever l'obligation pour les commerces d'avoir une manière d'accepter le Bitcoin parce que le Bitcoin est considéré comme une monnaie légale au Salvador. Ils pensent le rendre facultatif. Pourquoi ? Parce que le FMI leur dit si vous rendez ça facultatif, on est prêt à vous donner un prêt de 1,3 milliard de dollars qui débloquera encore d'autres prêts. En total, ça serait 3 milliards de dollars qui seraient débloqués. Donc on va dire le FMI est en train de dire bon, on a besoin de cet argent, du coup on va enlever cette restriction, cette obligation plutôt pour les commerçants. Et voilà, ça montre quand même pour moi que le FMI a peur du Bitcoin, qui font tout pour qu'un tout petit pays comme le Salvador arrête un peu son expérimentation avec le BTC. Mais bon, moi je pense qu'ils n'auront pas le choix quand il y aura les États-Unis, comme je vous ai dit, un jour la Chine et d'autres d'autres pays plutôt qui se mettent à accumuler du BTC. En fait, le FMI va perdre de son intérêt et c'est un peu ça tout le sujet. Ensuite, on va parler de Floki, le meme coin qui a annoncé une carte bancaire avec zéro frais. Enfin, ils disent qu'il y a zéro frais, mais il y a quand même 2% de frais pour charger cette carte. Mais une fois que vous payez, il n'y a pas de frais. Elle coûte 33 $. Et ça permet en fait de payer avec ces crypto-monnaies, de payer avec du Floki, du BTC, de l'Ether, de l'USDC, de l'USDT, du BNB et du Floki dans divers commerces, etc. Donc c'est encore un projet qui lance une carte liée à vos cryptos. Il y en a de plus en plus maintenant de ces cartes crypto. C'est un peu compliqué à utiliser. Moi, je suis pas fan de ces cartes crypto parce que, voilà, en tout cas, avec la fiscalité française, il y a à déclarer un certain nombre de choses. Donc, à moins de l'utiliser uniquement avec des euros, mais dans ce cas-là, c'est plus vraiment une carte crypto. Enfin bon. En tout cas, voilà, encore une carte crypto. Il y en a de plus en plus. Je vous ai parlé de Gnosis il y a quelques temps. Il y a Floki, il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, on a une blockchain qui était très attendue, qui vient de lancer son token, le token Move. Ça vient de la blockchain Movement, c'est un L2 sur Ethereum qui utilise la technologie Move. Et en fait, Move, c'est quoi ? C'est tout simplement le langage de programmation utilisé sur Aptos et Sui, donc les blockchains, et le langage qui a été créé initialement chez Facebook, quand ils travaillaient sur leur projet de blockchain Libra Diem. Et ben là, ils prennent cette technologie qui se veut, on va dire, plus sûre que Solidity, avec moins de chances de faire des erreurs que Solidity, c'est comme ça que c'est vendu, et un peu plus moderne comme langage, et ils le mettent sur une solution de niveau 2 sur Ethereum, donc au final ça va sur Ethereum comme Arbitrum, Optimism, etc., mais ça utilise un peu la technologie plus récente du Move. Donc c'est intéressant, le token a été lancé, ils sont lancés à une très haute FDV, ils ont donné 10% du token, une FDV à 8 milliards de dollars, c'est assez énorme. Donc ils ont bien réussi leur lancement en tout cas. Et voilà, encore une nouvelle L2 qui se lance, j'arrête pas de vous en parler, mais il y en a vraiment de plus en plus. Et pour finir, un projet aussi dont j'ai pas mal parlé, c'est Ethena, avec leur dollar synthétique, leur stablecoin, l'USDE, qui vient de dépasser le DAI. Le DAI, c'est le stablecoin historique lancé par MakerDAO. En termes de market cap, le USDE vient de franchir la barre des 5,5 milliards de dollars, alors que le DAI, ils sont autour de 5,2 milliards. C'est énorme ce qu'a fait Ethena en moins d'un an. Ils ont réussi à lancer un stablecoin qui attire vraiment les investisseurs pour son rendement. Il y a des rendements complètement fous, qui est dynamique. On n'est pas sur un rendement comme fixe, comme l'a pu être l'UST à l'époque.
Là, c'est très intéressant ce qui est fait, la manière dont c'est fait, les risques sont assez clairs, il n'y a pas de, pour moi, de risque majeur de type UST. C'est vraiment différent comment c'est construit, c'est une stratégie assez simple, hein, où ils shortent un actif, ils le hold en même temps, ils sont payés, et du coup, ça fait un revenu positif tant que le funding rate est positif, et historiquement, il a toujours été positif, il est négatif que pendant quelques temps, et au pire, s'il devient négatif, ils vont arrêter de faire cette stratégie, ils vont rester sans générer de rendement pendant un certain temps. Donc vraiment, je vois pas de gros problèmes avec Ethena. C'est un bon projet. Le problème, c'est que le token, le ENA, ils ont encore beaucoup à distribuer. Donc c'est ça un peu qui rend l'investissement sur Ethena un peu risqué parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de tokens qui vont être imprimés. Voilà ce que je veux dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.